Aujourd'hui, la grande majorité de la société israélienne est d'accord, à peu près sur tout. Et c'est pour ça que je dis, c'est encore plus dingue. On est en train de ressasser le passé plutôt que d'être d'accord sur le présent et l'avenir. Eh bien, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir dans notre studio Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir fait le déplacement de votre Sharon jusqu'ici à Jérusalem pour nous parler. Mais c'est pour une bonne raison, pour nous parler donc bien entendu de ce livre, de votre livre Knesset 2026. Comprendre la politique israélienne qui sort ces jours-ci aux éditions Hermann. Alors d'abord Mazal Tov pour c'est un premier livre, c'est les Bikurim comme on dit en hébreu, le prémisse de votre talent, on va dire, on espère d'autres livres, mais en tout cas c'est le premier. Et je voudrais vous demander qu'est-ce qui a suscité ce besoin d'écrire un livre sur la politique israélienne aujourd'hui. Le 7 octobre. J'avais déjà certaines idées qui me préoccupaient avant. J'avais ma lecture de la politique israélienne qui commençait forcément à être ébauchée au cours des années. Mais pendant longtemps, le livre, j'ai voulu l'écrire avant qu'il ne soit trop tard. Parce que pour moi, c'était... on était en Israël tellement occupés à se chamailler pour des raisons... politico, psychologico, moralo, émotionnello, etc., qui finalement sont résolvables à mon sens. Mais ça a pris une telle ampleur qu'on n'a rien vu de ce qui nous arrivait sous le nez à 1h30 d'ici, malheureusement, à la frontière de Gaza. Et pour moi, c'était presque un mea culpa, c'est-à-dire que j'avais l'impression, à ma toute petite échelle évidemment, mais de détenir certaines clés qui ferait peut-être comme une espèce de boîte à outils quand dans la famille ça va pas, ou dans le couple ça va pas, ou dans l'entreprise ça va pas. On fait parler les gens, on fait du relationnel. Et pour moi, la clé, elle est évidente qu'elle est là dans le discours politique israélien. Et ça, pour moi, c'est plus simple qu'il n'y paraît, en fait, qu'on arrête d'être dans l'impasse politique en Israël. Donc, le 7 octobre, pour moi, c'était un choc de... En fait, c'est très, très grave. Ça peut avoir des prix énormes. Et 1 mois et demi après, j'étais en train d'écrire le premier jet. Alors, c'est intéressant que vous dites que c'est le 7 octobre qui a provoqué ce besoin d'écrire, parce que lorsque l'on parle de la vie politique israélienne, on l'a compris, on l'a vu, elle s'était dégradée, la vie politique israélienne, avant le 7 octobre. On se souvient tous de ces 5 séries d'élections législatives avec une incapacité de parvenir à former un gouvernement stable. Déjà, là-bas, il y avait les prémices peut-être, on va dire, de ce malaise qui a aussi peut-être provoqué finalement ce besoin. Déjà, ma réflexion, elle existe depuis ce moment-là, mais quand je fais la comparaison avec le couple ou la famille, je pense que quand ça va pas à la maison et que les parents crient tous les soirs, le prix que ça a de la mésentente, il est évident. Tout le monde souffre et on veut faire en sorte que ça va mieux parce qu'on se rend bien compte que tout le monde est malheureux. Et c'est pareil un peu partout. Et je pense que la politique, c'est un des rares endroits, si vous voulez, où on peut se permettre pendant très longtemps d'être complètement dysfonctionnel sans en percevoir le prix. En se disant, ça n'a pas de conséquences, on s'engueule sur les réseaux, voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les gens pensent que c'est OK d'en arriver là, politiquement parlant, et que c'est justifié, et chacun voit midi à sa porte, et chacun se sent très dans son bon droit. Et le 7 octobre, ça explose, c'est le foyer qui explose pour moi. C'était déjà le cas en 2023 avant. Il y avait des gens qui étaient en train de faire des cartes de sécession, rappelez-vous. C'était le divorce, on était à 2 doigts du divorce. Et donc, oui, moi aussi, je suis enfant de divorcé, et j'avais un peu cette impression-là de voir mes parents se crier au-dessus de ma tête et de dire, il faut absolument résoudre ce problème. Asseoir tout le monde sur le fauteuil du psychanalyste, et on y va, quoi. Alors, pour asseoir tout le monde sur le fauteuil du psychanalyste et pour essayer de retrouver ces clés dont vous parliez, vous revenez jusqu'aux accords d'Oslo, jusqu'à Yitzhak Rabin. Pourquoi ? Alors, je me sers d'une grille de lecture qui est celle de Jonathan Haidt, qui est un psychologue américain, qui en ce moment est plus connu pour son travail sur les réseaux et sur les écrans. Il est connu aussi en France, il a écrit La génération anxieuse. Mais juste avant ça, au début des années 2010, il a écrit un livre
qui a été traduit en hébreu et en anglais, mais pas en français, d'accord, et qui parle de pourquoi les gens ne se comprennent pas quand ils ont des points de vue politiques différents. Et il explique en fait que ça a à voir avec un système de valeurs, d'accord, et que ce système de valeurs, il naît à la fois de la culture dont on vient, ça c'est évident. En Israël, on a des groupes identitaires très forts qui vont créer notre idéologie, mais aussi de la personnalité de chacun, de la façon qu'on a de percevoir le monde, et en particulier de à quel point on considère le monde comme menaçant. Est-ce qu'il faut se protéger, se préserver, ou est-ce qu'il faut au contraire, le monde est un terrain de jeu optimiste et on peut faire la révolution, etc. Et donc je montre en fait comment déjà ces deux tendances, elles existent. Je mets en opposition Benjamin Netanyahou et Yair Lapid comme deux symboles de Benjamin Netanyahou qui représente vraiment le destin tragique juif, d'accord, qui parle du destin juif. Il se présente comme le gardien d'Israël. C'est quelque chose qui revient dans ses discours, qui a été formé par son père historien, évidemment. Et son père historien dira des années avant le 7 octobre, on est encore en 1938, la Shoah continue tout le temps. Donc c'est l'atmosphère dans laquelle Benjamin Netanyahou a grandi. Et en face, on a la gauche israélienne, qui est une gauche optimiste, qui est une gauche utopiste, qui est venue créer un monde idéal ici en Israël, qui a été animé par une ferveur révolutionnaire. On peut tout faire, on peut revivifier l'hébreu, on peut assécher les marécages. Il y a un optimisme. Et aujourd'hui, à mon sens, le représentant de ça, c'est Yair Lapid, dans le sens où c'est quelqu'un qui est optimiste. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a plutôt tendance à dire que la gauche aujourd'hui, elle est défaitiste, alors que, on va dire, la droite, elle est souvent croyante, elle a une sorte de foi en un Israël idéal qui aboutira finalement au bout du compte avec la résilience du peuple. Alors, il y a en fait la droite religieuse, les sionistes religieux, qui a repris le flambeau du sionisme, qui a repris, mais parce que là, Herzl, c'est qui a repris l'optimisme des pères fondateurs, on va dire. Herzl, c'est un révolutionnaire. Si vous ne le croyez, ce n'est pas un rêve. Ouais. Aujourd'hui, le sionisme religieux, si vous le croyez, le grand Israël ne sera pas un rêve. Effectivement, la gauche est sur la défensive aujourd'hui. C'est très intéressant ce passage de valeurs. Mais je montre comme les grandes valeurs fondatrices de chaque camp, et ensuite comment chaque camp a un événement dans l'histoire récente qui va créer un trauma chez lui. Et donc, effectivement, on a l'assassinat d'Yitzhak Rabin pour la gauche, on a le désengagement pour le sionisme religieux, et on a les années Oslo pour la droite traditionnaliste, en fait, qui avait l'impression de crier dans le désert et que personne ne l'entendait. Et ensuite, évidemment, on a la communauté arabe israélienne qui est elle aussi très divisée dans je vis dans un État, mais est-ce que j'y suis complètement loyale, où se trouve mon identité, et les orthodoxes qui, eux, sont aussi dans une ambivalence très grande par rapport à l'État. Et donc, je montre comment chacune de ces communautés-là ne se comprennent pas, et chacune, en fait, parle de valeurs différentes. Et à l'impression, si vous voulez, la gauche dit c'est nous qui avons fondé l'État d'Israël, c'est nous qui faisons aujourd'hui la Startup Nation, etc., etc. Et notre sacrifice n'est pas apprécié à sa juste valeur par les autres communautés. Et chacun dit ça, en fait. Les orthodoxes disent nous nous sacrifions pour la Torah, et vous n'appréciez pas. Et les sionistes religieux, nous nous sacrifions pour la terre d'Israël et vous n'appréciez pas ce que nous faisons. Et les Arabes israéliens, on vous donne notre loyauté de citoyen, alors que c'est très compliqué pour nous, vous voyez. Donc, en fait, chacun... Ça nous ramène au fameux discours de Reuven Rivlin, l'ancien président de l'État d'Israël, sur les 4 tribus, un discours qu'il avait prononcé en 2015, qui avait été marquant et qui avait marqué, on doit dire, la société israélienne. Et il disait que plus ou moins chacune de ces tribus avait environ entre 20 et 25% de représentation dans la vie de l'État d'Israël, et puis qu'ils étaient incapables de dialoguer. C'est précisément ça, et ce que je trouve d'autant plus fascinant, c'est qu'en réalité, si vous voulez, vous l'avez mieux connu que moi, pendant les années Oslo, pendant qu'il y avait une profonde division dans la société israélienne sur que faut-il faire face au conflit israélo-palestinien, à la limite, le conflit, si vous voulez, il était idéologique, il était concret, il y avait matière. Aujourd'hui, la grande majorité de la société israélienne est d'accord à peu près sur tout. Oui. Ce n'est plus un État socialiste, c'est un État capitaliste. Ce n'est plus... personne ne croit vraiment à la solution à 2 États, mis à part quelques mandats à la gauche de la gauche, mais c'est une toute petite minorité. Donc en réalité, les grands conflits idéologiques ont disparu. Et c'est pour ça que je dis, c'est encore plus dingue. On est en train, de ressasser le passé, plutôt que d'être d'accord sur le présent et l'avenir. Alors, vous parlez du tournant du 7 octobre, comme véritablement de ce traumatisme qui a provoqué, on va dire, votre besoin d'écrire. Mais justement, les premiers mois après le 7 octobre ont été des mois d'unité nationale. Comment
on n'a pas pu saisir cette opportunité de retrouver ce dialogue alors que, par exemple, il y avait des centaines de milliers de soldats réservistes qui étaient à l'armée, de gauche, de droite, du centre, et qui combattaient ensemble, côte à côte. Pourquoi on n'a pas su saisir cette opportunité et que l'on est très rapidement, on va dire au bout d'un an, retombé dans le même travers. Dans le même travers, oui. Ouais, c'est Mihra Goodman, il y a beaucoup cru. Oui, il a fait un livre en disant le 8e jour, ce sera les gens qui ont passé du temps ensemble dans les chars. Ouais. Voilà. Oui, moi, j'ai tendance à comparer ça à, si je reviens à ma métaphore du couple qui se dispute, c'est un peu comme le couple qui se jure de ne plus jamais se disputer devant les enfants. Ok, c'est parce qu'il a été choqué par un événement et parce qu'il a vu l'enfant pleurer, etc. Oui, il y avait cette envie d'être tous ensemble et il y avait une communion très importante dans la société israélienne, mais on n'a rien résolu. On ne peut pas faire ça y est, maintenant, on ne parle plus du tout de ce qui nous divise, parce que ce qui nous divise, c'est le 6 octobre, mais ça s'appelle un peu balayer le problème sous la table. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne comprend pas qu'on est chacun en train de défendre des valeurs différentes, qu'on porte chacun nos blessures qui ne sont pas entendues par l'autre côté. C'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui dans un conflit dans la société israélienne, à savoir qui a provoqué l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Est-ce que c'est la faute de la gauche? Est-ce que c'est la faute de la droite? Et en fait, chacun est en train de ressasser ses souffrances du passé, sans possibilité finalement d'arriver à une résolution et de comprendre en fait qu'il y a de la souffrance des deux côtés et que on peut avancer différemment. Ce ne sera jamais l'union. C'est aussi ça, je pense, le problème. C'est très juif. C'est-à-dire que soit on est dans le conflit extrême, soit on est dans l'union extrême. Et on a beaucoup de mal à se dire que oui, on a des différences entre nous. On ne sera jamais exactement pareil. Mais on peut trouver des moyens de le faire vivre, ce conflit, plutôt que qu'il nous immobilise, en fait. Alors, au cours de ces dernières minutes où vous nous expliquez votre livre, on comprend que c'est pas un guide pour mieux comprendre la politique israélienne, on va dire les dédales de la politique israélienne, quel parti qui est de ce parti et qu'est-ce qu'il représente, ou comment on vote dans l'État d'Israël, mais il y a une dimension sociologique extrêmement importante. Oui, alors il y a quand même une annexe pour le lecteur non informé, pour lui expliquer ce que sont les différents partis et quelle est leur histoire. C'est quand même destiné pas uniquement à des franco-israéliens ou à des gens qui connaissent déjà la politique. Et justement, pour moi, ça m'intéresse en fait même d'aller à la rencontre du public français et de leur dire, vous avez une version extrêmement réductrice de ça dans la presse francophone. Je vous raconte les coulisses finalement de nos conflits, d'accord? Oui, moi je cite des chansons, de la culture israélienne, je cite des extraits de journaux. Pour moi, mais finalement la politique c'est ça, c'est pas des étiquettes et c'est pas c'est la vie des gens. Et en Israël, encore plus, c'est l'identité des gens qui s'expriment à travers le vote. Alors finalement, au bout du compte, le lecteur qui va consulter votre livre, qu'est-ce qu'il va découvrir à la fin? Quelles sont justement les clés? Quelles sont les conclusions qu'il peut tirer? Pour moi, la première étape, le plus important finalement, c'est que chacun arrive un tout petit peu à penser contre lui-même et à dire, même si je comprends les valeurs du camp d'en face. Je les adopte pas forcément, mais je les comprends. Je suis capable de me mettre à sa place. Je suis capable de voir le monde comme il le voit. Parce que je trouve qu'une fois qu'on a ça, après, on parle de solutions. Et finalement, ce que chacun veut, c'est être respecté dans ses valeurs, dans son idéal et dans ce qu'il apporte à ce qu'on appelle l'État d'Israël. Et aujourd'hui, on n'a pas ça. On a du mépris, on a du rejet, on a un dialogue de sourds. Pour moi, si chacun arrive un tout petit peu à déjà écouter l'autre côté, sans fermer les oreilles, c'est déjà un très bon début. Alors, peut-être une dernière ou avant-dernière question. On entre en année électorale. Alors... on voit dans les sondages, on voit qu'il y a près d'un quart de la population israélienne qui est indécise concernant son vote. Est-ce que, par exemple, en prenant votre livre, cela peut contribuer à mieux savoir pour qui voter ? Oui, parce que je pense en réalité qu'aujourd'hui, alors pour le coup, j'ai emprunté une idée à Mihra Goodman, qui lui va parler du camp des hybrides, qui dit qu'on dit souvent qu'Israël est divisé en deux, mais que c'est pas vrai, Israël est divisé en trois, c'est qu'on a des extrêmes de chaque côté, et au milieu, on a près de la moitié de la Knesset, en fait, qui sont d'accord sur à peu près tout, ou avec des nuances, qui ont les mêmes valeurs, qui est le grand mainstream israélien, d'accord? Et en fait, ces gens-là se font un peu prendre en otage, cette expression, elle est malvenue en Israël maintenant, mais bon, par les extrêmes, alors qu'en fait, ils sont à la fois patriotes, très patriotes,
capables de sacrifier beaucoup pour leur pays, et à la fois soucieux des libertés individuelles, chacun dans son interprétation, d'accord ? Et donc, en fait, ces gens-là ont beaucoup de mal à se retrouver. Mais c'est eux la majorité aujourd'hui en Israël. Toute la question, c'est est-ce que, il y a des partis qui sont capables de les représenter suffisamment, c'est-à-dire de parler aux ceux qui sont un peu plus patriotes tout en étant soucieux, ou dans l'autre sens, un peu plus soucieux des libertés individuelles tout en étant patriotes. Ou est-ce qu'il va y avoir un nouveau parti qui va peut-être jaillir de cette unité qui s'est manifestée sur le champ de bataille ? Bon, alors on a eu beaucoup de tentatives, d'initiatives, et ça vient aussi des familles d'otages, des familles endeuillées, etc., que ça existe déjà. Je ne pense pas que pour l'instant on ait quelque chose d'absolument nouveau et de très attrayant pour l'instant pour les électeurs. Peut-être que ça va prendre encore une autre année électorale. Mais comme il avait fallu à l'époque 3 ou 4 ans après les Yom Kippour. Exactement. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des Israéliens sont d'accord. En fait, il n'y a plus de conflit idéologique majeur. On est uniquement dans le conflit sociologique. Donc à partir du moment où les gens sont capables de se dire « ça ne m'intéresse pas tellement si tu fais le kidouche chez toi le vendredi ou pas, ou si ta kippa elle est sur la tête ou dans la poche, ou si elle est transparente, etc. » Ça m'intéresse les grandes lignes qu'on a en commun. Et ça, en fait, encore une fois, c'est la majorité des Israéliens aujourd'hui. Alors, ce livre, il est sorti en France et en Israël. Alors, où on peut le trouver ? Alors, il sort en France le 25 février, donc presque. Oui, presque. Il est disponible en précommande sur toutes les plateformes qu'on n'a pas besoin de citer. Et en Israël, c'est soit auprès de moi directement, soit à la librairie du Foyer pour l'instant à Tel Aviv. Eh bien, Myriam Shermer, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir présenté avec tant d'enthousiasme ce livre, ce premier livre sur la Knesset 2026, en perspective donc de ces élections, mieux comprendre la politique israélienne. Merci Myriam, bonne continuation et bonne chance dans la concrétisation, on va dire, de ce livre. Merci Daniel.